Bonjour à tous, moi Luc Mounier, je suis prof en bien-être animal à VET AgroSup. Alors VET AgroSup, je crois que dans le cluster bio, vous connaissez un petit peu parce qu'il y a notamment le MOOC bio qui est dispensé en partie par VET AgroSup. Et donc ce matin, je vais faire rapidement, je crois que j'ai 20 minutes, un tour du bien-être animal. Donc je vais reprendre un peu les questions de société dont vous parliez tout à l'heure et puis après je viendrai à la définition et à l'évaluation. Alors, le bien-être animal, ça peut être vu de différents points de vue, ça peut être perçu selon les acteurs par une attaque de certaines associations, ça peut être perçu par des initiatives des industriels, hein. Là, on va vous parler de l'étiquette bien-être animal, par exemple, qui est quelque chose de relativement récent et innovant. Ça peut être une attente de la société. Encore dans le monde, je me souviens plus, c'était fin de semaine dernière, il y avait un article sur l'élevage intensif est une impasse environnementale, économique, sanitaire et sociale. Ça peut être des aspects réglementaires et politiques, et puis ça peut être perçu par un buzz marketing pour certains, et des fois je parle de welfare washing avec certaines entreprises qui surfent sur cette notion de bien-être animal. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a différents points de vue sur le bien-être animal. L'objectif, ça va être de trouver des consensus et de trouver une communication commune, de pouvoir échanger les uns avec les autres. Alors, cette question du bien-être animal, c'est une question d'actualité déjà de la part de certaines associations de protection animale. Vous avez tous vu parler et vu les campagnes des associations abolitionnistes, hein, je ne vais pas revenir dessus, qui font le buzz médiatique. Vous connaissez peut-être moins les associations welfaristes qui ont pour objectif d'améliorer le bien-être animal sans rejeter l'élevage. Et donc là, il y en a certains qui sont parmi nous ce matin. Et donc, j'en ai cité quelques-unes, Wellfarm, OABA, CIWF, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, avec lesquels on peut vraiment travailler, avec lesquels il faut travailler pour prendre en compte tous les aspects et qui sont plutôt progressistes. C'est une question d'actualité aussi qui est reprise par le gouvernement. J'ai juste remis très rapidement les dernières évolutions réglementaires. Alors, il y en a une qui peut vous concerner, qui va concerner les éleveurs très rapidement. C'est le décret du 18 décembre 2020 avec 3 points particulièrement importants. Le premier, c'est que les pratiques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux sont désormais interdites. Donc là, on va parler de tout ce qui est mutilation des animaux, la codectomie, les cornages sans anesthésie, etc. Le deuxième point, c'est que le ministère de l'Agriculture peut imposer aux éleveurs une formation à des pratiques respectueuses du bien-être animal. Et là, c'est en cours pour développer une formation en porc et en volaille. Et puis, surtout, à compter du 1er janvier 2022, chaque élevage devra désigner dans son personnel une sorte de référent formé au bien-être animal, un peu comme on retrouve dans les abattoirs avec ce qu'on appelle le RPA, le référent protection animale. Donc ça, c'est quelque chose qui va impacter véritablement les éleveurs. Et puis après, il y a une loi qui concerne plus les animaux de compagnie. C'est la loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Et donc, je ne détaillerai pas, mais c'est animaux de compagnie, animaux faune sauvage captive et l'élevage dédié à la fourrure. Cette question, elle est reprise dans les médias plus largement maintenant. Alors là, j'ai mis quelques titres, mais il y en a, je pense que vous ne pouvez pas ouvrir les médias sans qu'on parle de bien-être animal. Moi, je trouve que c'est plutôt bien quand c'est bien fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu omniprésent. À ce propos, je fais un peu de pub. Si vous êtes intéressé, la chaire bien-être animal édite tous les mois une revue de presse grand public sur les articles bien-être animal. Voilà, alors ça peut être intéressant. Cette question, elle vient pas de nulle part, elle vient en fait des citoyens. Et donc, elle a été notamment identifiée et analysée par le biais de l'Eurobaromètre. C'est un baromètre à l'échelle européenne. Et en 2016, on a eu la 3e édition de cet Eurobaromètre. Et donc, il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées aux consommateurs. Et là, vous avez une question, selon vous, dans quelle mesure est-ce important de protéger le bien-être des animaux? Et 94% des citoyens européens pensent que la protection du bien-être des animaux d'élevage est importante. Alors ça, vous allez me dire, ça veut tout et rien dire, en fait. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en fait, il y a 82% des citoyens qui pensent que les animaux d'élevage devraient être mieux protégés qu'ils ne sont actuellement. Donc, en fait, on a pris un train en marche et le train, il ne va pas s'arrêter.
on va aller vers une demande sociétale qui va être croissante. Et donc, qu'on soit convaincu ou pas convaincu, de toute façon, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte parce que les citoyens vont aller dans cette démarche-là. Alors, dans les points qui les intéressent, il y a notamment l'interdiction de l'élevage intensif. Là, c'est un sondage IFOP de janvier 2021. Et donc, quand on demandait aux citoyens, là, c'était français, il y avait 85% des citoyens français qui étaient favorables à l'interdiction de l'élevage intensif. Alors après, quelle est la définition de l'élevage intensif? C'est une question, mais en tous les cas, il y a des modes d'élevage que les consommateurs ne veulent plus voir. Bon, vous n'êtes pas trop concerné dans le bio, mais c'est quand même important à avoir en tête. Une autre question qui est importante pour les citoyens, c'est l'abattage à la ferme. Et je sais que c'est aussi important pour certains des éleveurs en bio qui souhaiteraient se réapproprier, pour certains, ou mieux abattre leurs animaux de la naissance jusqu'à l'abattage. Et donc là, il y a 81% des citoyens qui sont favorables à un abattage à la ferme. Alors derrière tout ça, il y a tous les problèmes sanitaires que ça pose, tous les problèmes de modèle économique. C'est la perception des citoyens. Mais en tous les cas, c'est une demande à la fois des consommateurs et à la fois de certains acteurs qui voudraient maîtriser toute la chaîne. Alors la question qui tue un peu, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts à acheter plus et acheter plus cher des produits respectueux du bien-être animal? Donc là, c'est issu de l'Eurobaromètre. Et donc, vous voyez qu'il y a des consommateurs, une grande partie, qui sont prêts à payer 5% de plus, d'autres qui sont prêts à payer entre 6 et 10%, et enfin, certains qui sont prêts à payer jusqu'à 20% de plus des produits plus chers. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la propension à payer plus, le willingness to pay. Est-ce que ça se retrouve dans les actes d'achat? Eh bien oui, ça commence à se retrouver dans des actes d'achat. Alors, pour des achats grand public, on le voit bien avec les œufs, par exemple, mais l'étiquetage bien-être animal vous en fera aussi une démonstration. C'est des choses qui se développent. Pour l'instant, c'est des marchés de niche. Steak Haché de France aussi pourra vous en parler, mais qui sont de plus en plus présents. Et ça se retrouve un peu dans la consommation. Dans la consommation, on observe une diminution. Alors, elle est faible, malgré la présence dans les médias, etc. La diminution de la consommation de viande, elle existe, mais elle est relativement faible. Elle est relativement faible et elle est plus importante chez les cadres, les professions intellectuelles supérieures et également chez les ouvriers. Là où c'est intéressant chez les cadres et les professions intellectuelles, c'est que du coup, c'est des marchés de niche sur lesquels ils ont un pouvoir d'achat qui est intéressant et jouer sur la qualité peut être quelque chose qui peut les convaincre. Contrairement à ce qu'on pense, les jeunes consomment beaucoup de viande et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils consomment beaucoup d'ingrédients carnés transformés, beaucoup de tacos, beaucoup de kebabs, etc. Et donc, on a une consommation de viande qui reste quand même relativement faible. Et donc, en France et en Europe, c'est exactement pareil. La proportion de véganes ou de végétariens reste relativement faible et stable. On a en France 5%. Là, c'est une enquête du Crédoc pour France Agrimaire. On a à peu près 5% de véganes et végétariens et ça reste stable. Donc, ça ne reflète pas tout à fait ce qu'on voit dans les médias ou la perception qu'on en a. Par contre, on a une augmentation des produits végétariens et véganes dans les grandes surfaces. Et là, c'est une enquête de Xerfi, un organisme de conseil, qui estime le chiffre d'affaires dans les GMS à 380 millions d'euros pour ces produits et avec un potentiel à 600 millions d'euros à 3 ans. Alors, c'était en 2019. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est le flexitarisme qui sera le principal moteur du marché végétarien et vegan. Les flexitariens, c'est ceux qui vont moins consommer de produits animaux, mais mieux consommer de produits animaux. Et donc, ils vont aller chercher de temps en temps des produits végétariens et véganes pour compenser les repas à base de viande ou de poisson qui vont essayer de diminuer. Donc là, on retrouve la diminution de la consommation de viande, la population, une certaine partie de la population, et donc c'est intéressant. Et donc, effectivement, la proportion de flexitariens augmente dans la population. Là, on était en 2018 à 20%. On a un objectif là très proche, on est plutôt autour de un tiers de la population qui devient flexitarien. Alors,
la cause, c'est pas uniquement le bien-être animal, c'est aussi la protection de l'environnement avec l'impact de la viande sur les gaz à effet de serre, alors de certains modèles de production de viande, hein, mais un amalgame qui peut être fait. Et donc, c'est une proportion qui est non négligeable dans la population et chez les consommateurs. Et il y en a une proportion qui est tentée pour aller vers du végétarisme. Et donc, c'est ceux-là qui vont être en attente de produits plus respectueux de l'environnement, de produits plus respectueux du bien-être des animaux pour continuer leur consommation. Et sinon, ils vont tendre vers le végétarisme. Et ça, les industriels, ils l'ont bien compris. Donc là, je vous invite à aller voir. C'est le Business Benchmark on Farm Animal Welfare. Donc, c'est le benchmark des entreprises par rapport au bien-être animal. Et donc, c'est une enquête qui est faite pour voir comment les entreprises se saisissent de cette question-là. En 2012, il y avait 68 entreprises qui étaient dans le benchmark et on avait 4% des entreprises qui avaient intégré le bien-être animal dans leur business, dans leur stratégie business. En 2020, il y a 150 entreprises qui sont dans le benchmark et on a 15% des entreprises qui l'ont complètement intégré. Et il y en a plus que 39% qui ne l'ont quasiment pas intégré. Et donc, on a une grosse proportion des entreprises de ce benchmark qui intègrent le bien-être animal dans leur commercialisation. Et donc là, ils vont aller chercher une tranche de la consommation des consommateurs qui, justement, sont flexitariens et tendent potentiellement vers du végétarisme. Donc, en fait, la prise en compte du bien-être animal et des autres questions sociétales, c'est une nécessité pour l'élevage. C'est une nécessité pour l'élevage, pour la durabilité de cet élevage. Je vous ai dit, c'est un train qui en marche et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Sinon, on va perdre une partie des consommateurs et des citoyens. Alors, heureusement, le bien-être animal, c'est un concept gagnant-gagnant. Alors, on appelle ça le principe de One Welfare. C'est que la prise en compte du bien-être animal et le bien-être de l'éleveur, c'est quelque chose qui sont étroitement liés. Lorsqu'on améliore le bien-être de l'animal, généralement, on améliore en parallèle le bien-être humain, le bien-être de l'éleveur. Alors déjà, par une meilleure prise en compte du bien-être des animaux, c'est toujours satisfaisant de voir ces animaux dans un état de bien-être, mais aussi par une réduction des coûts associés aux problèmes de santé, par exemple, par une meilleure productivité, etc. L'amélioration du bien-être animal a aussi un enjeu sur la préservation de l'environnement. Lorsque les animaux sont dans un meilleur état de bien-être, on va avoir besoin de moins d'intrants, de moins de médicaments pour produire autant, et donc moins d'impact sur l'environnement. Donc, la prise en compte et l'amélioration du bien-être animal, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Il faut vraiment l'avoir en tête et ce n'est pas quelque chose qui est une contrainte. Alors, ça peut être une contrainte au début de mise en place, mais au final, c'est quelque chose qui est absolument gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien-être animal? Je devais vous parler de ça un petit peu, mais ça me semblait important de faire un petit panorama. Je reprends la définition de l'ANSES. L'ANSES, il y a eu un groupe de travail qui a été piloté par Pierre Mormed, docteur de recherche à l'INRAE, auquel j'ai fait partie. Et donc, il définit le bien-être d'un animal comme l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l'animal, ainsi que de ses attentes. Et cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors, il y a un certain nombre de points qui sont particulièrement importants dans cette définition. Le premier, c'est que c'est le bien-être d'un animal. On parle de bien-être animal, ça ne veut rien dire. Il faudrait parler du bien-être des animaux. Parce que le bien-être est forcément individuel. Alors après, quand on va l'évaluer, on va tenir compte de tous les animaux pour apporter des pistes d'amélioration. Mais c'est bien le bien-être d'un animal. Et ça s'explique parce que ça dépend de l'état mental de l'animal et notamment en fonction de la perception qu'il a de la situation. Et des animaux peuvent avoir une perception différente de la même situation. Je prends souvent un exemple avec mes étudiants en cours. Là, moi, je vous donne une même situation. Je fais un cours. Il y en a qui trouvent ça peut-être intéressant. Il y en a qui trouvent ça peut-être terriblement pénible parce qu'ils connaissent ça par cœur. Et donc, vous avez une perception différente de la situation et votre bien-être au moment de la conf, il est nécessairement différent. Deuxième point qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est mental et qui est lié
à la capacité des animaux de ressentir des émotions. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, le bien-être, ce n'est pas uniquement le confort, ce n'est pas uniquement la santé, c'est la capacité des animaux à ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça dépend, bien évidemment, de la satisfaction des besoins physiologiques, des besoins comportementaux et des attentes des animaux. Les animaux, ils ont des attentes, ils se projettent dans l'avenir, et donc, il faut que ces attentes soient satisfaites. Alors, cette définition, elle a été rendue, elle est un peu conceptuelle, et donc on utilise une autre définition qui est les 5 libertés, qui a été dictée par le Farm Animal Welfare Council en 1993, et qui liste les libertés à prendre en considération pour satisfaire le bien-être des animaux. Le premier, c'est ne pas souffrir de la faim ou de la soif, et ça, généralement, c'est respecté dans les élevages parce que les éleveurs savent bien que pour de la production, il faut respecter la faim et la soif des animaux. Le deuxième, c'est ne pas souffrir d'inconfort. C'est une liberté qui est en progression. On essaye de libérer les animaux qui étaient à la tâche, les animaux qui étaient entravés, etc. Donc, on essaye d'améliorer le confort des animaux. La troisième des libertés, c'est ne pas souffrir de douleurs, blessures ou maladies, et notamment tous les processus douloureux dits liés aux mutilations, d'où les réglementations dont je vous ai parlé au tout début. La quatrième, c'est de pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce, et donc pour ça, il faut un espace nécessaire aux animaux, et notamment la notion et notamment la notion de plein air est extrêmement importante pour que les animaux puissent exprimer leur comportement. Et enfin, la dernière, c'est de ne pas éprouver de peur ou de détresse, sachant que les principaux facteurs de peur ou de détresse, c'est la nouveauté, la soudaineté, et ça peut être parfois lié au comportement de l'éleveur ou, par exemple, au transport jusqu'à l'abattoir. Cette définition est extrêmement importante parce que pour évaluer le bien-être animal, il faut toujours l'évaluer du point de vue de l'animal. Nous, on a une vision anthropomorphique de ce qu'on pense du bien-être, mais il faut évaluer le bien-être de l'animal et voir comment lui, il perçoit la situation. Et donc, on fait une grande distinction entre bien-être et bien-traitance. La bien-traitance, c'est la volonté à satisfaire les besoins physiologiques et comportementaux dans le but d'atteindre un état imaginé comme l'état de bien-être. Mais on essaye de faire au mieux, c'est pas pour ça que l'animal est dans une situation de bien-être. Et donc, dans le bien-être, on est dans une obligation de résultat, il faut que l'animal soit bien. Dans la bien-traitance, on est dans une obligation de moyens. On va tout mettre en œuvre pour essayer d'y arriver. Là, j'essaye de faire en sorte que vous soyez dans un état de bien-être vis-à-vis de la conférence. Est-ce que j'y arrive ou est-ce que je n'y arrive pas? Vous seul pouvez le savoir. Et donc, il faut utiliser des indicateurs qui sont basés sur les animaux. Pendant très longtemps, on a regardé plutôt l'environnement. Donc là, je vous ai mis, moi je suis spécialiste du confort des bovins, je vous ai mis des logettes et des vaches qui sont couchées. Pendant très longtemps, on a regardé l'environnement. On m'a appris à mesurer la taille des logettes, à mesurer la quantité de paille, à mesurer la qualité de la litière, etc., etc. Et en fait, ce qui marche le mieux et ce qui est le plus efficace, c'est de regarder comment les animaux sont couchés. Est-ce qu'ils ont un comportement de couchage qui est efficace? Est-ce qu'ils ont un temps de couchage qui est bon? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils ont des lésions? Etc. Et donc, on va regarder les animaux. C'est eux qui ont raison. Et donc, les principaux indicateurs basés sur les animaux qu'on va utiliser, c'est les indicateurs comportementaux. Je viens de vous en parler. Est-ce que la vache se couche bien? Est-ce qu'elle se lève bien? Est-ce qu'elle a des comportements avec ses congénères, etc., etc. Quelle est sa relation à l'homme? C'est les indicateurs de production. Un animal dans un état de bien-être va avoir une meilleure production, et notamment un animal dans un état de mal-être va avoir une chute de production. Donc, on va identifier les chutes de production comme étant des états de mal-être. Et puis après, c'est les indicateurs sanitaires, avec ici, par exemple, une tarsite chez une vache laitière ou des indicateurs de morbidité, le pourcentage d'animaux malades, qui vont être des indicateurs de bien-être. Et ces indicateurs, il faut absolument qu'ils soient validés scientifiquement pour être utilisés. Et donc, pour ça, il y a eu un protocole qui a été développé, qui s'appelle le protocole Welfare Quality, qui a été développé dans les années 2000. Et c'est un protocole d'évaluation qui a été élaboré conjointement entre des scientifiques, des parties prenantes, des stakeholders, etc., pour trouver le meilleur protocole applicable et validé scientifiquement. Il est basé sur les 5 libertés. Alors maintenant, il y a plutôt 4 principes. Et il privilégie les indicateurs sur les animaux.
et il permet d'obtenir un score global de l'élevage. En fait, on fait des mesures dans l'exploitation et après, il y a un processus d'agrégation qui va permettre d'avoir une évaluation globale du bien-être dans l'élevage. Et donc là, je vous ai mis le protocole Welfare Quality pour les vaches laitières. On a les 4 principes qui sont basés sur les 5 libertés, alimentation, logement, santé, comportement, déclinés en 12 critères et en 33 mesures. Et donc, on va mesurer les 33 mesures, on va les agréger pour avoir des scores de critères, pour avoir des scores de principes et pour avoir une note globale de bien-être dans l'élevage. Et ce protocole Welfare Quality, en fait, c'est la base de la plupart des protocoles qui sont utilisés actuellement pour évaluer le bien-être animal. Et c'est extrêmement important parce que cette évaluation du bien-être animal, c'est le point de départ, c'est la base pour l'amélioration du bien-être des animaux. Et nous, c'est ce qu'on va chercher. Et donc, on évalue le bien-être animal. Après, on identifie les facteurs de risque pour trouver des solutions à mettre en œuvre et évaluer, améliorer le bien-être des animaux. Et donc, la nécessité d'avoir une évaluation qui soit objective. Donc, on va vous parler ensuite de bien-être animal, d'évaluation. Il est essentiel que cette évaluation soit scientifiquement validée et objective pour avoir une vraie représentation du bien-être des animaux.